Bonjour à tous, bienvenue à ce cinquième épisode de notre série d'agri-webinaires sur les sols. Ouais, on va passer. Et donc, la séance d'aujourd'hui a trait au conseil de fertilisation qui nous seront expliqués par Thibaut Cugnon du centre de Michamp. Vous voyez qu'il y a une série d'autres dates qui ont été réalisées et d'autres qui sont prévues. Le 27 du 11, biostimulation et biocontrôle avec Brio Hardy du CRA et le 11 décembre sur la MR14, la MSC Sol avec moi-même. Mais avant de commencer avec la question de la fertilisation, on va passer quelques minutes à écouter euh, une présentation sur Belcam. Alors, je vous signale que cette présentation est enregistrée et donc mise à votre disposition. Euh, vous avez plusieurs petits outils qui vous seront utiles au cours de cette présentation. Tout d'abord, ben, évidemment, vos caméras et microphones sont coupés puisque vous êtes un peu trop nombreux pour faire de l'interaction directe. Et par ailleurs, vous pourrez poser, si vous avez des questions, vous pourrez les poser en cours d'exposé via l'onglet questions-réponses. Si vous avez des soucis de connexion, ce genre de choses, vous pouvez interagir via l'outil conversation. Donc, questions-réponses est réservé aux questions sur les exposés. Voilà. Et les questions seront répondues après les exposés. Et c'est nous qui poserons les questions qui ont été posées via l'onglet questions-réponses. Donc, présentation de l'outil Belcam pendant 5 petites minutes et ensuite celle concernant le conseil de fertilisation qui sera l'essentiel de notre séance d'aujourd'hui avec un bon quart d'heure pour les questions-réponses à la fin. Voilà, et donc Alice Oudemont de l'UCL, tu peux commencer ta présentation et je vais arrêter le partage de la mienne. Super, merci. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Alice Oudemont, je travaille pour le projet Belcam à l'UC Louvain. Et donc je vais présenter en quelques mots l'outil ici. Et donc brièvement l'historique et les objectifs du projet, ça a été donc le projet a été lancé en 2014 par un financement Belspo. Ensuite il y a eu l'inauguration de la plateforme en ligne qui a été faite à l'occasion de la Foire de Libremont en 2019. Et puis le projet a été maintenu sur fonds propres avec le CRAW et l'UC Louvain. Et puis un nouveau fonds a été déployé pour remettre un petit peu, refaire un peu peau neuve sur l'outil et puis pouvoir relancer des nouvelles fonctionnalités sur Belcam ici depuis 2024 via un projet Open Data qui est également en partenariat avec d'autres outils et donc qui permet aussi d'augmenter cette interconnexion, enfin en tout cas développer la volonté d'interconnexion de l'outil Belcam avec d'autres plateformes numériques dans l'optique de diminuer et de faciliter les flux d'informations qui passent d'une plateforme à l'autre et réduire au maximum le double encodage. Alors, on a toujours tout au long du projet eu comme objectifs principaux de rendre accessibles des produits, des informations qui sont dérivées des images satellites pour le suivi des cultures. Donc en fait, ce sont tous des modèles qui sont développés dans les différents centres de recherche sur base des images satellites pour des projets différents et qui sont valorisés sur la plateforme Belcam. Ces produits sont toujours gratuits et ils resteront en constante évolution. Donc depuis le déploiement de la plateforme, la volonté a été euh, de perfectionner les différents outils et puis après aussi mettre à disposition les résultats de la recherche. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme information? Dans un premier temps, on a les données météo qui viennent du réseau Agromet 2. Et donc, on a les données de précipitation de la station de la plus proche et les données de température qui sont, elles, spatialisées. Donc, via des modèles, en fonction des différentes stations, on peut faire une prédiction de la température la plus précise possible au niveau de la parcelle. Et donc, nous, on les représente sur la plateforme aussi.
Ensuite, il y a aussi une prédiction de rendement pour le froment ici, dans cet exemple-ci. Donc, c'est avant la récolte, avoir déjà une idée de où est-ce qu'on se trouve, est-ce qu'on est sur une bonne ou une mauvaise récolte. Un indicateur d'hétérogénéité aussi, qui lui est basé sur le développement de la biomasse verte tout au long de l'année. Et on peut comparer cette donnée d'hétérogénéité sur différentes années. Et donc c'est ici qu'on voit sur une parcelle en particulier, où on peut voir des zones plus ou moins hétérogènes, donc où la croissance a été plus ou moins faible sur toute l'année. Ensuite, c'est ce qui va nous intéresser un peu plus dans le contexte de cette présentation, c'est le statut de nutrition azotée, qui lui est un indicateur qui va aussi se baser du coup sur les images satellites évidemment, et qui va approcher le statut de nutrition azotée de la plante. Et donc, cet indicateur, il va de 0 à l'infini, mais le 1, c'est la nutrition optimale de la plante. C'est là où la plante a ce qu'il lui faut en azote. Au-delà de 1, toute l'azote apportée ne va pas être valorisée par la plante. Et donc, cet indicateur permet de voir un petit peu l'évolution sur la saison de culture, voir si on est un petit peu en deçà, si on est au-delà, et si ça vaut la peine de fertiliser, si on peut moduler la fertilisation. Cet indicateur, il est aussi à l'échelle de la parcelle, et donc on peut voir des zones qui sont plus ou moins fertilisées, des zones un peu plus claires sur l'échelle ou un peu plus rouges. Donc, ça permet aussi, si les outils sur la ferme le permettent, d'avoir des zones de gestion différentes. Et puis le dernier produit que je voulais vous présenter, c'est l'outil de l'évolution de la biomasse. Et donc là, c'est vraiment la quantité de biomasse verte sur la parcelle. Et donc pareil, on voit chaque pixel de la parcelle et donc on peut voir l'évolution en fonction de la date et en fonction de la saison. Et on a aussi un graphique qui reprend tous ces points qui ont été calculés sur toute la saison de culture et on compare l'évolution de la croissance foliaire par rapport aux parcelles alentours, à 3 km aux alentours des cultures, des mêmes cultures. Cet outil, comme je le disais quand je parlais d'interaction, d'interconnexion entre les plateformes, cette évolution de la biomasse, c'est ce qui va rentrer dans Walherbe, qui est une plateforme pour les prairies, pour l'évolution de la biomasse des prairies. Et donc voilà, ça c'est un exemple d'interconnexion qu'on a avec notre plateforme. Donc ici, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous connecter, créer un compte, c'est très facile, c'est gratuit, ça le restera. Et donc n'hésitez pas à aller essayer tout ça. Et puis après, aussi un petit mot sur Wallismart, donc, qui sont nos partenaires sur le projet du plan de relance de la Wallonie, donc, qui est le fonds de financement qu'on a pour le moment. Et donc, on fait partie de cette plateforme qui permet de, de partager des mandats, de simplifier certaines choses entre les différents outils, mais principalement pour tous les outils numériques qui font partie du consortium Wallismart. Ça va être un échange de données. Donc, quand vous encodez une parcelle sur une plateforme, elle va directement se retrouver en fonction. Enfin, bien sûr, vous devez donner votre consentement, mais vous pouvez donner votre consentement à d'autres plateformes. Et ça facilite énormément l'encodage pour que les plateformes puissent être connectées et parler entre elles. Ça, c'est un exemple sur Wallismart. Il y a aussi un tableau de bord où vous pouvez retrouver des informations assez simplifiées de chaque plateforme différente. En un coup d'œil, vous avez vos tableaux de bord et donc s'y retrouvent Belcam, Agromet, des données du comité du lait pour tout ce qui concerne plutôt l'élevage laitier. Et donc voilà, plein de choses très intéressantes. C'en est tout pour la présentation de Belcam. Merci de votre écoute. Donc je vais arrêter le partage. Ok, merci Alice. Je reprends la main.
Voilà, pour 2, 3 secondes. Et donc, nous allons maintenant accueillir Thibaut Cugnon du centre de Michamp, qui va nous entretenir des conseils de fertilisation. Thibaut, tu lances ton propre PowerPoint, c'est ça? Oui, je vais Ok, faire ça. j'arrête le partage et je te laisse la main alors. Vous avez la bonne fenêtre là? Oui, Ok, donc bonjour à tous, on va parler conseils de fertilisation. Alors pour contextualiser la chose, on va parler de fertilisation ici, mais de tout ce qui se fait au niveau wallon dans le cadre du réseau de laboratoire REQUA-Sud. Donc REQUA-Sud, réseau de labo avec différentes chaînes d'analyse, dont la chaîne d'analyse sol, l'analyse de terre ici, avec finalement un laboratoire par province, donc nos analyses, le CPR, la HULP, l'OPA qualité assinée, le centre de Michamp et le laboratoire SPA de Tinlo en province de Liège. Et donc ce que je vais vous présenter est essentiellement lié à ce réseau de laboratoires. Euh, alors pourquoi faire appel au laboratoire du réseau REQUA-Sud? Parce qu'on travaille en réseau, donc on a des méthodes qui sont harmonisées entre elles, qui ont été validées. L'ensemble des laboratoires maintenant est accrédité. Les conseils ont été également harmonisés sur base de méthodologies communes, des critères qui sont également des critères d'interprétation qui ont été mis en commun, et surtout aussi des référentiels qui ont été éprouvés sur base d'essais au champ dans nos contextes pédoclimatiques. Donc ça, c'est quand même assez important aussi par rapport à des laboratoires aux régions wallonnes qui viendraient faire des analyses ou des conseils, au-delà de l'aspect méthode qui n'est pas toujours le même. Les référentiels n'ont pas forcément été éprouvés chez nous. Donc ça, c'est quand même une grande force et un grand intérêt de pourquoi faire appel aux laboratoires provinciaux en Wallonie. Et en plus de ça, petite considération en plus, c'est que tous les laboratoires participent à des essais d'aptitude, donc des programmes d'essais interlaboratoires, dont ceux organisés par Equasud. Donc des échantillons sont envoyés dans tous les labos du réseau et on vérifie que tout le monde rend des analyses correctes, ce qui garantit pour les clients des analyses fiables, euh, qu'ils aillent se présenter dans n'importe quel laboratoire finalement. Donc voilà, c'était pour contextualiser un peu. Alors aujourd'hui, on va parler de fertilité des sols. Donc qu'est-ce que c'est la fertilité des sols? Cette fertilité, elle est, euh, elle est à la rencontre de trois composantes, les composantes chimiques, physiques et biologiques du sol. Donc on peut voir dans les composantes physiques, on a tout ce qui est lié à la texture du sol, la granulométrie, la CEC. Au niveau des composantes chimiques, c'est tous les paramètres classiques qu'on analyse et qu'on va détailler un petit peu plus dans la suite de l'exposé. Le pH, de nouveau la CEC, mais aussi tout le statut des différents minéraux. Ces minéraux, ils sont issus de la décomposition de la matière organique du sol ou apportés par les résidus, les apports exogènes. Cette matière organique, elle est dégradée par les micro-organismes du sol, et donc l'ensemble de ces composants va vraiment représenter la fertilité. Donc quand on parle de fertilité, il faut bien prendre en compte ces trois aspects du sol. Alors on va les passer un peu en revue un à un, en tout cas les principaux paramètres, et voir comment on peut les interpréter et comment nous on les interprète dans le cadre du réseau et des différents laboratoires. Le premier, c'est le pH. Or, le pH, c'est sans doute un des plus importants, parfois sous-estimé par certains, mais en tout cas ici systématiquement analysé. Et petite particularité, c'est qu'on a deux pH. Il y a le pH eau et le pH KCl. De nouveau, alors certains laboratoires vont faire les deux, d'autres n'en font qu'un. Si vous allez dans des laboratoires étrangers, parfois vous allez avoir des référentiels qui sont sur base du pH eau. La différence entre les deux, c'est que le pH eau, c'est la mesure au moment, à l'instant T de la solution du sol. Le pH KCl, on va vraiment mesurer l'acidité d'échange. Et donc, c'est une acidité potentielle un peu plus stable en théorie que le pH eau. Et donc, dans le cadre des laboratoires ici en Wallonie, on va plutôt réaliser l'interprétation du pH sur base du pH KCl. C'est important à avoir en tête parce que ces deux pH sont souvent un peu différents. Alors, on peut en moyenne, enfin, globalement, on va dire qu'il y a une unité de pH de différence. pH eau est souvent un peu plus élevé, mais ce n'est pas systématique. En fonction des différents types de sols, ça peut être moindre, voire presque équivalent. Généralement, le pH KCl est toujours un peu plus faible,
mais il ne faut pas comparer les deux, sinon ça peut amener certains biais, quoi. Le pH, ben, il est important, notamment sur la disponibilité des autres minéraux, de tous les éléments. On voit par exemple que dans des pH acides, le calcium n'est presque pas disponible. Il va l'être beaucoup plus dans des pH relativement plus élevés, rien qu'on chauffe avec du calcaire notamment. Euh, les autres minéraux, l'azote, le potassium, le phosphore, etc., sont disponibles dans une gamme qu'on va appeler plus ou moins gamme de pH optimum. Et cette gamme de pH optimale, elle dépend du type de sol et éventuellement de la culture également. Alors, on a une grille d'interprétation, c'est une grille un peu généraliste ici que je vous présente, qui peut varier un petit peu en fonction du type de sol, on l'a dit. Bon, c'est compliqué de faire un tableau avec toutes les variantes disponibles, mais ici, voilà une synthèse qui représente globalement ce qu'on va essayer de viser, avec une partie de pH pour les prairies. Donc, vous avez ici le pH favorable qu'on va généralement essayer d'atteindre en prairie. Il va être compris entre 5,8 et 6,4. Ça peut varier un peu en fonction des spécificités du sol et de la région. Et en culture, on va viser plutôt un pH entre 6,4 et 6,9. Certaines cultures plus exigeantes, par exemple la betterave, là, on va viser un pH de 7 sur la betterave qui généralement va être en tête de rotation, ce qui permettra pour les cultures derrière de rester dans une gamme de pH optimale. En sol sableux, par exemple, là, on va viser des pH un peu plus bas pour le pH optimal dû à la texture du sol qui est un peu différente. En règle générale, quand vous faites l'analyse, si on est dans cette gamme de pH favorable, on va généralement vous recommander simplement de compenser les exportations de calcium qui sont réalisées. Si vous êtes dans des pH acides, des pH plus faibles, alors légèrement acides ou fortement acides, on va vous conseiller un chaulage pour essayer de redresser ce pH, donc rebasifier, enfin, réaugmenter un peu le pH de votre sol pour revenir dans la zone favorable. À l'inverse, si vous êtes dans des pH à tendance plus neutre ou basique, donc légèrement élevé ou trop élevé, ben là, on ne va pas vous dire de corriger, on n'a pas encore vraiment de moyen d'acidification. On va vous dire d'éviter simplement tout apport. Vous aurez des conseils de chaulage nuls. Le sol a une tendance naturelle à l'acidification, donc à un moment ou l'autre, vous allez de toute façon revenir dans des gammes de pH favorables. Alors, sur les bulletins, qu'est-ce que ça donne? Au cours de la présentation ici, je vais illustrer avec différents bulletins des laboratoires. Euh, je n'ai pas eu ceux de l'OPA, donc pour ceux qui sont de la province de Sydney, vous n'aurez pas l'illustration, mais ça reste normalement très similaire dans la forme et le contenu. Peut-être un peu différent dans la forme, mais en tout cas similaire dans le contenu par rapport aux autres rapports que je vais vous présenter. Ici, je commence par un rapport de Michan. Euh, donc, si on zoome un peu, voilà, ici dans la partie résultats, ben, sur le pH, vous avez les résultats. Ici, on présente le pHO, pH-KCl. Vous avez les deux, mais l'appréciation qui en est faite, comme je l'ai dit, elle se fait sur le pH-KCl. Si on a un pH de 5,6, on est légèrement acide. Donc, par rapport à ça, ben, on va faire un conseil de chaulage pour redresser un peu ce pH. Alors, de nouveau un peu, ça c'est spécifique à chaque labo. Ici à Michan, on va vous donner un conseil pour 4 ans. Et donc, vous avez différentes quantités de valeurs neutralisantes à apporter qui peuvent être adaptées ici en fonction des cultures. Donc, certaines cultures un peu moins exigeantes, vous allez avoir un chaulage de redressement qui est moins important. En plus de ça, dans le bas du bulletin, et un peu comme chaque laboratoire, on va le voir par la suite, vous avez des commentaires ou des appréciations qui peuvent être faits. Et donc, notamment ici pour le chaulage, ben, on résume légère acidification, on va expliquer ce qu'on peut recommander comme moyen de chaulage et quelques consignes. Par exemple, ne pas dépasser les doses de 1500 unités de VM par hectare et par an. Alors, ce 1500, d'autres peuvent monter jusqu'à 2000, 2200. En réalité, c'est la capacité, ce que le sol va pouvoir vraiment assimiler, on va dire. Maintenant, ça dépend aussi surtout des formes d'amendements qui vont être apportés. Mais bon, en 1500, 2000, il vaut quand même mieux éviter des apports plus importants. Et alors ici, on dit par exemple ne pas appliquer de chaux avant la culture de pommes de terre. Un exemple ici d'un autre labo, celui des no-analyses, où là aussi, ben, vous avez ici en dessous les résultats, donc le pH KCl. Ici, vous avez le pH eau qui est calculé. Mais de nouveau, l'appréciation se fait sur le pH KCl. On a ici un pH de 6,1, considéré dans la gamme normale. Vous avez ici ce qu'on n'a pas à Michan, mais qui est généralement dans les autres labos,
la gamme souhaitable qui est indiquée également. Donc, on considère ici que pour cette culture, ce type de sol, le pH souhaitable est compris entre 5,9 et 6,4. Donc là, 6,1, on est dans la gamme. Et donc, le laboratoire, après, va faire un conseil. Ben, on est dans un pH normal. Bon, ici, il n'y a pas de valeur neutralisante recommandée. Par contre, on va quand même vous mettre une considération sur le fait qu'il faut compenser l'acidification naturelle du sol. Une autre particularité ici des laboratoires d'héno-analyse, et qui est pas mal, je trouve aussi, c'est qu'on va vous donner une idée d'interprétation de cette valeur neutralisante en chaux magnésienne, en calcaire ou en écume de sucrerie. Donc ça peut aider aussi dans l'interprétation. Dans les autres rapports, en général, on vous donne juste les VN et c'est un peu à vous de comparer. Maintenant, il faut quand même toujours comparer avec le produit qui vous est proposé pour vérifier quelle est sa vraie valeur neutralisante. Petite quand même remarque d'attention aussi par rapport au pH et à son interprétation. Ça, ce ne sera pas forcément mis dans les rapports d'analyse, mais le pH, il peut varier dans l'espace. Les parcelles ne sont pas homogènes. On voit un exemple ici d'une parcelle où on a presque 2 unités de pH qui peuvent varier en fonction de l'emplacement dans cette parcelle. Alors ce problème, il peut être en partie compensé si vous utilisez le logiciel Ricoacarto, qui permet de définir des zones homogènes de prélèvement sur une parcelle, auquel cas on peut faire des conseils et des analyses différenciées. Mais sinon, il faut quand même avoir cette valeur en compte. La valeur que vous avez, c'est valeur moyenne sur la parcelle, mais qui n'est pas toujours identique à un endroit instantané de cette même parcelle. Autre considération qu'on néglige souvent, c'est que le pH il peut varier au cours des saisons. Vous avez un exemple ici d'une situation d'un sol limoneux d'une étude en France. C'est un peu un cas extrême, mais on voit les deux pH qui, dans ce cas-ci, varient de la même façon. Donc le pH KCN n'est pas plus stable sur cette parcelle que l'autre. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on peut voir que, en fonction du moment de la saison à laquelle est faite cette analyse, ce pH, que ce soit le pH eau ou le pH KCl, ils peuvent varier jusqu'à 1 unité. Et ça, c'est la variation naturelle. Ça ne se passe pas systématiquement dans cette ampleur dans toutes les parcelles, mais ça peut arriver. Et là, le message qu'il faut en retirer, c'est que si veut faire un suivi temporel d'une même parcelle, il faut essayer de réaliser les prélèvements toujours à la même époque. Si vous comparez ici un prélèvement en fin d'été avec un prélèvement en sortie d'hiver, au milieu de l'hiver ou sortie d'hiver, vous risquez de biaiser l'interprétation temporelle qui peut en être faite, alors que là, c'est de la minéralisation naturelle du sol. Ça, c'est aussi important à avoir en tête. Alors, paramètre suivant, c'est la CEC, capacité d'échange cationique. Donc la CEC, ça va représenter un petit peu la taille du complexe argilo-humique. On ne rentre pas dans le détail ici du complexe argilo-humique, mais c'est finalement sur ce complexe que vont être fixés la majorité des nutriments, la majorité des minéraux qui sont présents dans le sol. Ce que la plante va pouvoir utiliser, c'est ce qui va être disponible dans la solution du sol. Et il y a un échange continu qui se fait entre le complexe argilo-humique et la solution du sol. Ce qu'il faut regarder et avoir en tête, c'est que l'ordre de grandeur de ce qui est présent dans la solution du sol, à un instant T, représente environ 1% des réserves du sol. Ça peut être variable également, mais c'est pour avoir une idée, un ordre de grandeur. Et donc 99% des réserves restent fixées sur ce complexe argilo-humique. Donc vous comprenez déjà que si vous avez une grosse CEC, vous avez un gros stock de matière. Alors, j'aime bien de représenter toujours cette petite illustration de la taille du frigo pour représenter la CEC, donc qui peut représenter le garde-manger des plantes. Si vous avez une petite CEC, ben, c'est que vous avez des petites réserves. Alors, ces petites réserves, on ne sait pas mettre grand-chose dedans, mais c'est facilement accessible. À l'inverse, si vous avez une grosse CEC, une CEC élevée, mais vous avez de grandes réserves, maintenant, ce n'est pas forcément facilement accessible. Vous savez, si vous avez un gros frigo, vous savez accéder facilement à ce qui est à l'entrée devant, mais ce qui est dans le fond, on ne sait pas forcément bien y accéder. Donc, pour pouvoir accéder facilement aux éléments, il faut que le frigo soit bien rempli. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir remplir un petit frigo, un sol avec une petite CEC, avec autant de nutriments que ce qu'on pourrait mettre dans un grand CEC. Vous comprenez tout de suite qu'on ne peut pas mettre dans le petit frigo autant de nutriments que dans le gros frigo. Alors, cette CEC, idéalement, elle devrait être comprise entre 8 et 15 centimoles par kilo. Donc, généralement, on va se retrouver dans cette gamme ici. Ça, c'est la teneur recommandée moyenne pour un sol bien équilibré, on va dire. Alors, si vous avez des CEC plus élevés, ce n'est pas un problème forcément au niveau du fonctionnement du sol. C'est juste que vous allez avoir un plus gros frigo et il va falloir veiller à ce que le réservoir soit bien rempli. À l'inverse, si vous avez des CEC petites, ça ne sert à rien de vouloir remplir trop votre stock. Vous n'aurez pas la capacité de le stocker.
Par contre, si vous avez une CEC assez faible, attention, ça peut vouloir dire que, enfin, ça voudra dire que les taux de matière organique sont assez faibles. Et donc là, vous risquez d'avoir d'autres problèmes, des risques d'érosion et autres, des problèmes de structure de sol. Donc ça, voilà. Le conseil pourrait être ici d'augmenter les taux de matière organique. Maintenant, dans le cadre des rapports d'essai, on fait rarement de conseils sur la CEC en tant que telle. Donc ici, vous avez un exemple de bulletin du laboratoire de Talot. Vous avez une partie d'abord sur l'explication des parcelles, avec ici une spécificité de ce laboratoire qui va reprendre les cartes, l'identification de la parcelle avec les séries pédologiques, en tout cas les zones de prélèvement homogène qui sont définies par Equacarto, ce qui peut être utile à l'interprétation également parfois. Mais si on regarde d'abord maintenant le résultat analytique, ben vous voyez la CEC, elle est renseignée ici. Vous n'avez pas d'interprétation en tant que telle, mais vous avez la valeur. Ici, on a une valeur de 19. On est dans le bon, on est entre les 8 et 15. 10, 12, c'est vraiment l'idéal. On a un sol bien équilibré. Mais cette CEC, elle va intervenir potentiellement aussi dans l'interprétation qui peut en être faite des teneurs en minéraux. Comme j'ai dit, si on a une valeur ici en phosphore de 9, ben, ici le laboratoire la considère élevée. Euh, Maintenant, si on a une très faible CEC, on pourrait la considérer très élevée. Ou si on a une très grosse CEC, on avait une CEC de 20, elle ne serait peut-être pas si élevée que ça. Elle serait peut-être moyenne dans le cadre de ce sol pour garantir l'accessibilité des nutriments par les plantes par la suite. Donc, on en vient aux minéraux. Alors, je prends le cas ici, l'exemple du PKMG. Donc, de nouveau, c'est un tableau euh, qui essaye de résumer un peu les gammes de teneurs conseillées ou possibles en fonction des types de sols, ici, des régions agricoles. Euh, Maintenant, ce n'est pas une valeur sensu stricto qu'il faut respecter. Comme j'ai dit, la CEC ou le type de sol, ben, le type de sol, on peut le représenter un peu par cette gradation des régions agricoles, mais la CEC pourrait nous faire varier au sein de cette gamme. Donc, par exemple, si on regarde la valeur conseillée, donc ce qu'on vise, c'est à être dans cette zone, hein, la zone idéale. Et si on prend par exemple le potassium en culture, mais ici en région d'Ardennes, en Condro, Famenne, on va viser une teneur comprise entre 15 et 21. Non, si on a une petite CEC, la valeur cible, elle va peut-être plus se rapprocher de 15. Si on a une CEC élevée, on va peut-être plus viser 20 dans le conseil qui va être élaboré derrière. Et donc, pour comprendre bien ceci, que ce soit en P, en K ou en NMG, si on est dans la zone bon, sur base de l'analyse de sol, on va soit vous demander, conseiller, enfin, en général, de maintenir votre pratique, c'est que vous êtes dans le bon, mais donc souvent, on peut vous donner une fumure d'entretien. Alors, fumure d'entretien en fonction d'où on est dans la gamme, qui peut être compenser les exportations ou une partie de ces exportations, les exportations par les cultures. Si vous êtes dans la teneur élevée de la gamme, ben, on ne va pas forcément vouloir obligatoirement compenser toutes les exportations. Si vous êtes dans le bas, là oui, pour éviter de redescendre dans des valeurs faibles ou très faibles. Si vous êtes dans le faible ou très faible, ben là, évidemment, on va vous conseiller un redressement. Donc, on va vous conseiller d'apporter ce que les cultures vont exporter, plus un excédent pour essayer de remonter le niveau de votre sol vers le niveau bon ou conseillé. Et à l'inverse, si on est dans les élevés ou très élevés, ben là, on peut conseiller des impasses, pardon. Ça ne sert à rien de vouloir apporter plus alors que le sol est déjà très bien pourvu. Soit ce sera perdu, soit vous risquez peut-être même des fois des effets néfastes. Les excès ne sont pas toujours bons non plus. Petite particularité aussi, et comme je l'ai dit, c'était une mesure dans le réseau. Donc, dans le réseau de laboratoire ici en Wallonie, on utilise l'extrait à l'acétate d'ammonium et DTA pour déterminer les minéraux. Euh, et il n'y a que nous, le Luxembourg et les Suisses, je pense, qui travaillons avec cet extractif. Et donc, ce type de valeur renseignée ici ne peut pas être extrapolé avec d'autres méthodes d'analyse faites par des labos étrangers ou même des labos flamands. Les gammes d'interprétation ne sont pas les mêmes et les résultats d'analyse, du coup, ne seront pas comparables et cohérents. Si on regarde un bulletin, ici on a un bulletin qui nous vient du laboratoire de la Hulpe. Toujours pareil, vous avez les coordonnées de la parcelle et puis les résultats d'analyse. Et donc là, si on se plonge dans le détail des résultats pour les minéraux, vous avez le résultat phosphore, potassium, magnésium. Vous avez les teneurs, le résultat de l'analyse de l'échantillon, l'appréciation qui en est faite. Par exemple, ici en phosphore, ben, on a une valeur de 12 mg par 100 g de terre. C'est clairement une valeur élevée. Vous avez la zone de référence conseillée que le labo indique.
Donc ici, on est bien au-delà de ça. Et dans le conseil, la vie de fumure qui va être distillée après, vous voyez que on ne va pas conseiller d'apport de phosphore parce qu'on est déjà très bien pourvu. Euh, pour la potasse et le magnésium, ici, ben, c'est pareil, on est dans une teneur bon, donc on est dans la bonne gamme centrale, on voit la gamme 14-21, 7-10. Euh, et dans le cas présent ici, ben, il n'y aura pas d'apport de magnésium conseillé. Par contre, on va quand même conseiller une petite fertilisation en potassium. Pourquoi? Parce que le maïs va avoir besoin d'une quantité assez élevée et on veut rester dans la bonne zone, dans cette gamme après la culture. Donc, il y a quand même une petite fumure de compensation qui est conseillée. Ici, le conseil est donné pour la culture projetée. Un exemple d'un autre labo, ici c'est chez NoAnalyse. Là, vous avez un bulletin, un bilan global qui est fait pour l'ensemble des minéraux, avec le détail de ce qui peut être exporté, la voie de minéralisation par le sol, l'offre éventuellement du sol, et le bilan qui est en effet derrière, donc toujours sur base de l'analyse que je n'ai pas mis ici. Et vous avez toujours aussi des conseils qui sont donnés en termes de phrases dans la suite du bulletin. euh, qui interprète la teneur, le résultat d'analyse et le conseil qui est donné. Donc, par exemple, ici, on vous dit que l'ajustement est renouvelable pendant 4 ans pour finalement maintenir la teneur dans cette gamme de seuil bon ou correct que l'on visait. Un autre exemple ici, c'est le résultat du bulletin de Michan, pour ceux qui sont en province du Luxembourg. Mais là, pareil, on va vous donner des recommandations, PKMG. Ici, c'est un avis qui est donné pour 4 ans avec une liste des principales cultures. Et donc, vous savez que si vous êtes en année 1 avec un maïs, vous allez devoir apporter ces quantités. Si vous suivez par des céréales ou autres, vous avez les quantités qui sont prévues. On a la même chose pour les bulletins de prairie, si jamais. Et un commentaire qui est donné. Donc ici, c'est les commentaires en lien avec l'analyse des minéraux. Et donc, par exemple, ici, ben, on voit que la teneur en K en potassium était élevée. Alors, on va conseiller juste une modération dans l'application, donc une fumure d'entretien, mais qui est un peu plus faible que les exportations réelles de la plante, pour rester de nouveau dans la bonne gamme de teneur de sol. Par contre, pour le phosphore, ici, on avait une teneur analytique faible à très faible. Et donc là, vous voyez qu'on recommande des doses de phosphore bien plus élevées par rapport à une fertilisation d'entretien pour essayer de redresser et de remonter la teneur en phosphore de cette parcelle. Et le dernier exemple ici, ben, c'est celui du laboratoire de Tinlo qui présente aussi les choses un peu différemment, même si le contenu reste le même. Et là, vous pouvez avoir ici, il y a une zone qui a été prélevée, mais s'il réalise plusieurs prélèvements sur la parcelle, vous pouvez avoir plusieurs zones qui sont échantillonnées. Et donc là, vous avez un conseil de fertilisation par zone de prélèvement ou par zone homogène qui ont été définis dans l'outil Requacarto dont j'ai parlé tout à l'heure. Et une particularité aussi du laboratoire de la province de Liège, c'est qu'ils intègrent une composante d'aptitude du sol qui peut pondérer le conseil. Et alors ici, on va vous donner un conseil pour la culture en cours avec une gestion du stock ou du déficit qu'il peut y avoir. Dans le cas présent, vous avez du stock. Donc, il vous reste un stock de composés fertilisants, de minéraux dans le sol, et à vous d'en tenir compte ensuite pendant les 2 ou 3 ans suivantes. Et vous avez un tableau qui est joint, que je n'ai pas repris ici, mais qui détaille toute une liste de cultures et les exportations liées à ces cultures, donc les besoins de ces cultures. Donc, par exemple, on voit qu'ici, on a un stock de phosphore encore assez suffisant parce qu'on peut y aller sur quelques cultures avant de devoir refaire une fertilisation phosphore. Par contre, en potassium, ben, il va sans doute falloir faire des fumures d'entretien pour compenser les exportations. Non. Petite remarque complémentaire sur les conseils en fertilisation minéraux qui peuvent être donnés. Donc là, ça s'applique plutôt aux prairies, aux productions fourragères en tout cas. C'est l'intérêt des indices de nutrition. Alors là, on n'est plus sur l'analyse du sol, on est sur l'analyse du végétal. Mais l'analyse du végétal va pouvoir nous donner aussi une idée de si les fournitures en potassium et en phosphore, dans le cas des indices IPIK, sont suffisantes pour la plante. Et ça, c'est une analyse qui est très intéressante en complément de l'analyse de sol. Vérifier ce qui est disponible dans le sol et vérifier ce que la plante arrive réellement à prélever. Alors, sans rentrer trop dans le détail rapidement, ben, l'idéal, évidemment, c'est d'avoir un indice de 100. Si on est à 100%, on est bon. Si on est au-dessus de 100%, ben, c'est qu'il y a un excès de minéral disponible. Et si on est inférieur à 100, c'est qu'on a des carences potentielles. Généralement, si on est en dessous de 80, c'est qu'on a des carences assez marquées. Alors, comme j'ai dit, c'est une analyse qui vient en complément de l'analyse de sol. Mais l'intérêt qu'on a pu y trouver derrière aussi, c'est qu'en faisant une petite étude sur plusieurs années, de mesurer différents indices sur des productions fourragères
un peu partout en Wallonie, c'est qu'on peut tracer un peu des courbes enveloppes ici. Donc vous avez le graphique de gauche, c'est les indices en potassium en fonction de la teneur en potassium disponible du sol. La même chose ici pour les indices phosphore et la teneur en phosphore disponible du sol. Et si on trace une courbe enveloppe, dans les deux cas, ben, on voit que finalement les situations assez importantes, donc les IK inférieurs à 80, pour le potassium, ça ne se présente jamais que si la teneur en potassium disponible du sol est inférieure à 20. Donc ça veut dire que si on a au-dessus d'une teneur de 20 mg par 100 grammes, on n'a jamais de carence dans les productions fourragères qui sont observées. Même chose pour le potassium, où on est vers 4,5. Si on prend la courbe extrême, donc au-dessus de 4,5, on n'a jamais de carence, même s'il y a un peu moins de carence en phosphore qu'en potassium. Et ça permet de valider la grille que je vous ai montrée. Mais en fait, on voit ici, ça c'est la gamme à atteindre, la gamme idéale qu'on peut adapter en fonction des différentes régions. Ben, vous voyez que cette teneur de 20, elle colle pas trop mal avec ce qu'on recommande en fonction du type de sol. Donc ça permet aussi, quand je parlais d'essais au champ en différents contextes, ben, de valider un peu les seuils qui sont faits. Donc si vous suivez les conseils, vous n'aurez jamais de problème en production fourragère sur votre cas si vous respectez les teneurs qui sont conseillées ici. Alors, les derniers minéraux, ben, il y a aussi le calcium, le sodium. Alors, pour ces deux minéraux, il n'y a pas vraiment d'appréciation harmonisée de ces deux éléments. Certains labos donnent une gamme, d'autres non. Pour le calcium, ben, ça va être très fortement lié de toute façon au conseil de chaulage. Pour le sodium, c'est un peu moins demandé en analyse également. Mais vous avez ici ben, les valeurs moyennes pour les principales régions agricoles issues de la base de données Sud. Et je pense que les valeurs moyennes ici peuvent servir de cible si jamais vous voulez faire une interprétation du bulletin des valeurs à atteindre en fonction de la région dans laquelle vous êtes. Alors, on a parlé des éléments minéraux. Tous ces éléments, c'est bien, il faut veiller à ce qu'ils soient tous présents et pourvus en quantité suffisante. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, ce sont les équilibres. Alors, habituellement, dans les rapports des différents laboratoires des provinces, vous allez avoir des indications sur différents équilibres qui sont renseignés, qui sont mesurés. Le premier, c'est le rapport carbone sur azote, rapport C sur N. Le C sur N, c'est un indicateur de l'activité biologique, ça va nous donner une idée du potentiel de minéralisation de la matière organique, sur les matières exogènes ou du sol. Et idéalement, ben, l'idéal, c'est d'avoir un rapport C sur N du sol entre 8 et 12. L'optimum vers 10, si vous êtes entre 8 et 12, vous êtes dans cette gamme ici, d'un sol qui décompose bien, à un bon rythme, cette matière organique qui a un bon équilibre. Donc, si on a des valeurs plus élevées de C sur N, mais ça pourrait témoigner d'une accumulation de matière organique et donc un sol qui décompose un peu moins vite cette matière organique. Souvent, c'est lié à des pH qui sont trop faibles quand on arrive dans des sols un peu trop acides. Donc, une correction du pH résout potentiellement souvent ce petit problème. À l'inverse, si on est de l'autre côté avec des C sur N trop faibles, là, c'est qu'on a un signe quand même de minéralisation intensive. Alors, c'est un sol qui vit bien, mais où il n'y a plus beaucoup de matière organique. Et là, on risque d'avoir des problèmes de structure parce que le complexe argilo-humique, à un moment, il lui faut de l'humus, il lui faut de la matière organique stable. Dans ce cas-ci, on en a moins. Et là, vous risquez, ben, vous avez beaucoup moins de nutriments disponibles, votre réserve va être plus faible. Et au niveau structure du sol, ça peut être embêtant également. Alors, en général, les différents laboratoires, vous voyez qu'il y a l'indication rapport C sur N. Bon, ici, l'azote n'a pas été dosé, donc il n'y a pas d'interprétation qui en est faite, mais sur les autres, C sur N de 10, minéralisation normale, l'optimum 8-12. Voilà, pareil, 10, bon, 8-12. Ici, 11, bonne minéralisation. Voilà l'interprétation qui en est faite. Généralement, ça ne va pas plus loin dans les recommandations, euh, mais voilà, l'objectif est d'être dans cette gamme et c'est une indication en plus euh, pour l'agriculteur. Petite remarque de nouveau, attention, on parle souvent de C sur N. Ici, je parle du C sur N du sol, à ne pas confondre avec le rapport C sur N des produits, les produits résiduaires organiques, toutes les matières organiques qu'on va apporter. On parle souvent de C sur N aussi de ces produits pour estimer leur vitesse de minéralisation. Ce n'est pas la même chose. Pour le sol, l'idéal, c'est 8-12. Pour les produits, ben, si on est inférieur à 15, c'est des matières très réactives, très dynamiques, très vives qui vont amener pas mal d'azote, mais peu de matière, peu d'humus, peu de matière organique stable. À l'inverse, de l'autre côté, si on a des C sur N plus importants que 30, c'est des produits riches en carbone
mais qui vont être difficiles à décomposer. Il va falloir pas mal de champignons dans le sol. Les bactéries sont moins adaptées à ça. Et ça va ramener du carbone stable dans le sol. C'est pas mal pour augmenter les taux d'humus. Par contre, ça peut créer des fins d'azote potentiellement de l'autre côté. C'est par exemple le cas des pailles qui ont des C sur N assez élevés ou du BRF si on va vraiment à l'extrême de matériaux un peu plus riches, en tout cas des C sur N bien plus élevés. Deuxième rapport, c'est le rapport carbone-argile. Donc là, on en parle beaucoup ces derniers temps. C'est bien sûr un lien direct avec la qualité structurale du sol également. Euh, et voici un exemple de grille d'interprétation. Je pense qu'actuellement, il y a qu'un Champ où il y a une interprétation qui est faite sur ce rapport carbone-argile dans les bulletins. Euh, Nous, ici, on se base ben, sur la grille. C'est ce qui vous a été présenté par Pascal Boivin il y a un mois d'ici, je pense, il y a deux, trois webinaires. Bon, ce qu'on vise, ben, voilà, c'est un rapport carbone-argile en 10-12%. Si on est plus élevé que ça, c'est qu'on a une accumulation de matière organique possible. C'est pas forcément mauvais, mais attention, on n'est pas un dysfonctionnement de la minéralisation. Si le pH est trop bas, voilà, c'est que le sol, il faudrait corriger le pH. Par contre, si on est dans des teneurs plus faibles, là, il faudrait vraiment ramener de la matière organique, idéalement de la matière organique stable, des produits riches en carbone stable, en tout cas de type fumier, compost, engrais verts, etc. Cette grille d'interprétation, elle est différente de ce qui est dans la législation pour la MEC sol. Il y a des raisons à cela. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Pierre vous fera un petit exposé, je pense, dans un mois ou dans deux exposés en tout cas. Donc, il vous donnera sans doute plus de détails et d'informations là-dessus. Dans les bulletins, pour le moment, nous, en tout cas, mission, on est resté sur la grille d'interprétation précédente suisse, comme ça avait été présenté par ailleurs. Autres équilibres qui sont généralement repris sur les bulletins aussi, c'est le rapport KMG et le rapport calcium-magnésium. Donc, c'est aussi des équilibres critiques et importants. Le rapport potassium-magnésium, il doit être compris entre 1 et 2. Historiquement, on parlait d'un 1,5, 2,5. Ce rapport a été un peu affiné. Euh, Si vous êtes au-delà de 2, vous avez soit des excès de magnésium, soit des carences, des excès de potassium, pardon, soit des carences en magnésium. Mais dans tous les cas, il y a un risque de carence en magnésium pour vos productions. À l'inverse, si le rapport est déficitaire pour le potassium, donc plus petit que 1, vous avez des risques de carence en potassium. On observe souvent des teneurs en potassium qui sont considérées comme bonnes, mais des teneurs en magnésium très élevées, dues au chaulage avec les chaux magnésiennes. Là, vous avez clairement un risque de carence en potassium dans ces cas-là aussi. Donc souvent dans les bulletins, on indique éviter les chaux magnésiennes. Dans ces cas-là, si vous devez chauler, idéalement, il faut ramener un peu plus de potasse pour essayer de rééquilibrer le sol. Donc le déficit n'est pas toujours dû à un manque de potassium dans le sol, mais peut être dû à un excès de magnésium. Voilà un peu des exemples qu'on connaît tous sur l'excès, enfin, la carence en potassium dans le sol, sur les pommes de terre notamment, ou le cul noir des tomates pour les carences en calcium. Euh, voilà pour les exemples. Et en production fourragère aussi, le rapport KMG peut être problématique sur la qualité des fourrages ou la présence des mousses, notamment dans la prairie. Alors, juste pour résumer ici l'importance des équilibres, moi j'aime bien de ressortir aussi cette petite illustration, donc la loi du minimum de Liebig, qui dit que l'importance d'un rendement de la récolte est déterminée par l'élément qui se trouve en plus faible quantité, donc l'élément limitant. C'est bien d'avoir un maximum de ressources pour la majorité des éléments. Si vous en négligez un, vous n'arriverez jamais à maximiser votre production. Ça, c'est quelque chose à avoir également en tête quand on parle d'équilibre des minéraux, quoi. Alors l'azote. Bon, l'azote, c'est un minéral aussi, mais il est un peu particulier. Alors ici, je vous ai mis un cycle rapide, assez simple du cycle de l'azote. Particulier, pourquoi par rapport aux autres minéraux, mais notamment par rapport à cette étape-ci. Parce que le produit final ici du cycle de l'azote, c'est le nitrate. C'est le nitrate qui va avoir tendance à s'accumuler dans le sol. C'est la forme qui est prélevée par les plantes, pas forcément préférentiellement. Les plantes, elles préféraient utiliser de l'ammonium, mais l'ammonium, il est transitoire dans le sol. Il va d'abord être plus facilement utilisé par les bactéries nitrifiantes. Et donc, on a une tendance à l'accumulation du nitrate. Ce qui n'a pas été utilisé par les plantes en cours d'année, la majorité, il va être perdu par lessivage. Bon, il y a du lessivage aussi sur le phosphore, le potassium et autres, mais en moins grande proportion que ce qui se produit avec le nitrate. Le nitrate, il ne sait pas se fixer sur le complexe argilo-humique, il est perdu. Et donc ça impose que le nitrate, enfin l'azote, doit être raisonné annuellement à la culture
et on ne parle plus de gestion de stock dans les sols, par exemple, puisque ce qui reste, il va être perdu. Et donc, ce qu'on pratique en général dans les conseils, ben, alors ça vaut aussi pour les autres minéraux, hein, mais c'est qu'on doit être en équilibre entre les besoins, ici essentiellement le besoin de la culture, et les différentes fournitures. Les fournitures, ben, ça va être quoi? Ça va être l'azote déjà présent à l'ouverture du bilan dans le sol, l'azote minéral, nitrate, ammoniac éventuellement, qu'on va retrouver dans les profils de printemps. Ensuite de ça, on prend en compte, sur base des informations transmises par l'agriculteur, les apports organiques, des effets immédiats, des effets prolongés. On prend en compte la minéralisation du sol, le potentiel de minéralisation de ce sol. Alors, soit c'est déterminé sur base de la teneur en carbone organique du sol, en azote, ou mieux maintenant, si ce serait l'idéal, mais un peu plus contraignant logistiquement, sur base d'incubation de sol. Euh, on prend en compte l'effet à long terme d'anciennes prairies qui ont été retournées, l'effet de luzerne aussi, qui peuvent libérer de l'azote pendant 2, 3 ou 4 ans derrière le retournement de cette culture, l'effet azoté du précédent cultural, l'effet azoté des couverts, des décipants. Euh, Évidemment, cet effet, il va dépendre de la taille, du type de mélange, du type d'enfouissement, du mode de destruction. Donc, les informations communiquées par l'agriculteur pour que le conseil soit précis dans ce qui est prodigué par le labo sont cruciales par rapport à cela. Et éventuellement, l'azote absorbé pendant l'hiver, si on est dans une culture d'hiver, style céréales d'hiver ou épinards, par exemple. Et donc, ici, vous avez un exemple de bulletin. Ça, c'est un des bulletins mi-champ. Donc, vous avez l'information sur la parcelle et le profil azoté qui correspond à cette parcelle, donc les trois horizons. La teneur ici en nitrate et en ammoniac. Alors, je pense qu'on est les seuls de base à faire l'ammoniac. Pourquoi? Parce qu'on a déjà remarqué qu'en Ardennes, bon, ça pourrait sans doute s'extrapoler au sud d'ici en Sambre-et-Meuse. Euh, pour les conseils de printemps, on a quand même fréquemment 30% de l'azote minéral qui est sous forme ammoniacale. Cet ammoniac, dans les semaines ou mois qui suivent, il va être transformé en nitrate. Mais si on ne le prend pas en compte dans le bilan, au printemps, c'est quelque chose qui manque. Et on voit ici la proportion, elle est plus ou moins aussi de 30%. Donc on est dans la tape de ce qu'on rencontre en moyenne. Ça peut être des quantités non négligeables. Et donc vous avez la valeur totale qui est reprise ici et une illustration pour les trois horizons. Puis vous avez le bilan qui est en effet les caractéristiques de la parcelle, s'il y a eu l'information ici sur le précédent, les apports qui peuvent déjà avoir été réalisés, les scipants s'il y en avait, leur niveau de production, etc. Et le potentiel de minéralisation ici qui est déterminé sur base d'incubation. Ensuite, le rendement théorique sur lequel est calculé, euh, le rendement qui sert à calculer le besoin global de la culture. Et donc, en fonction du besoin et des sources d'apport d'azote, on vous conseille ce qu'il faut apporter pour votre culture. Une case remarque aussi. La remarque, ça peut être, par exemple, ici on voyait le pH, il est un peu faible. Corrigez d'abord peut-être votre pH avant de commencer aussi à faire d'autres types de fertilisation. Un autre exemple, ici, le bulletin du laboratoire de Tinlo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, ils intègrent les cartes issues de Requacarto. Alors, c'est peut-être moins pertinent pour l'azote d'avoir les différentes zones homogènes, mais ici, on voit bien que cette parcelle, il y a deux types de sols différents. Ça a moins d'impact sur la minéralisation azotée, bien que parfois si. Par contre, sur les minéraux, ça peut être très important et très intéressant d'avoir cette information pour l'agriculteur. Sinon, pour le reste, ben, vous avez la même chose. Ici, il n'y a que le nitrate qui est fait systématiquement. Je pense que l'ammoniac peut être fait sur demande également. Vous avez les différentes couches du profil, les informations liées à la parcelle et le bilan qui en est fait derrière. Donc, les besoins, les fournitures du sol et le conseil qui en découle. Alors ici, on voit que le conseil, il est un petit peu plus élevé que la différence des deux. C'est simplement parce qu'on est en betterave et la betterave, elle a besoin de 50-60 kilos, on parle souvent de 60 kilos dans l'horizon de surface au démarrage. Et donc ici, on a avec 19 unités dans l'horizon de surface. Donc la différence est un peu compensée. On applique ce qu'on appelle une dose starter pour être sûr que la betterave puisse rapidement avoir les 60 kilos initiaux pour le début de sa croissance. Ça, c'est spécifique à la betterave et éventuellement au maïs aussi, quoi. Euh, Autre exemple ici, ben, celui de la hulle, la même chose. Vous avez les trois horizons, vous avez le bilan et vous avez la synthèse de tous les postes et le calcul du conseil qui en arrive derrière. Alors, rapidement, pour terminer, il me reste deux, trois dias. On arrive presque au bout des 40 minutes. Le cas du soufre. Alors, le soufre, c'est un peu particulier aussi.
On l'a subrepticement vu, je ne l'ai pas fait noter tantôt, mais il y a que le laboratoire du CARA qui donne des informations sur le conseil en soufre. Actuellement, il peut y avoir sur demande pour les autres laboratoires aussi, mais là-bas, il est fait systématiquement, je pense. Le soufre, il est indispensable à la fabrication des protéines, c'est comme l'azote. Et son cycle, il est similaire à celui de l'azote. Maintenant, les besoins, ben, ils sont moindres que des besoins d'azote de certaines plantes. Donc, ça va de 10 à 80 kilos par hectare. Donc, si vous voulez raisonner correctement le soufre, il faudrait faire des analyses de profil de sulfate. Maintenant, le coût de ces analyses ne compenserait pas le gain qu'on peut faire en termes de conseils de fertilisation. Alors, ce qui se fait, notamment à Eno-Analyse, justement, ben, vous avez l'exemple ici, je l'ai repris, euh, d'une analyse de soufre qui est faite sur base de l'extrait acétate d'ammonium EDTA, donc le même extrait que les autres analyses de minéraux. Et donc, dans le cadre du réseau Réquasud, on a regardé un peu la cohérence de cette analyse. Et finalement, on s'est rendu compte que cette méthode était comparable à l'extractif Millish, qui est souvent utilisé, notamment en France, pour analyser le soufre. Et on a vérifié aussi de voir quel était le seuil en prairie sur base des indices de nutrition. Je vous ai expliqué tantôt les indices PK, ben, on peut faire la même chose avec l'indice soufre. Et au-delà de tout le détail qui est ici, ce qu'on voit, c'est que les situations problématiques très carencées, donc avec des indices inférieurs à 80, elles n'apparaissent que dans des sols où le soufre, acétate d'ammonium EDTA, est inférieur à 20. Et donc ce seuil de 20, vous voyez que le labo de Hatt était entre 16 et 22, je pense, dans la dia précédente. Ben voilà, le seuil de 20, ça colle bien finalement avec ce qu'il faut garantir pour être sûr de ne jamais avoir de problème de production. Bon, ici, on est sur des fourrages, mais ça fait partie des cultures les plus exigeantes malgré tout, à part le colza qui est peut-être encore un peu plus exigeant, quoi. Voilà, et donc pour terminer, pour l'avenir, ça c'est des choses qui ne sont pas encore présentes dans les bulletins, mais sachez qu'on travaille tous, dans le cadre de différents projets, sur le développement de bioindicateurs de la qualité des sols. Alors ces analyses-là sont déjà en place dans certains laboratoires pour ce qui est biomasse microbienne, métabarcoding sur l'ADN de bactéries de champignons, la respiration du sol, le dosage du carbone labile. Ça, c'est des choses qu'on fait déjà en routine aussi, notamment ici à Michan, et pour lesquelles on commence à avoir des référentiels d'interprétation. Et puis voilà, tout ce qui est calcul de quotient microbien, ratio carbone-azote microbien. Bon, là, il n'y a pas encore vraiment de grilles de référence qui sont établies pour ça en Wallonie, mais c'est un projet. Normalement, dans quelques années, vous pourriez avoir un bulletin spécifique aux bioindicateurs, ou ces bioindicateurs pourraient être pris sur les bulletins d'analyse classique. L'avenir nous le dira, pour pouvoir faire une présentation dans quelques années sur l'interprétation de ces bioindicateurs. Et voilà, pour terminer, ben, il y avait quelques références utiles que j'ai reprises. Ça, c'est la référence de la situation que j'ai fait de la citation, pardon, sur le rapport carbone-argile, la publication suisse. Et garder à l'esprit aussi l'existence de ce livret de l'agriculture sur la fertilisation des prairies, qui reste quand même très instructif sur la méthodologie appliquée en prairie, ou la brochure Cas du phosphore de Réquasud, qui explique un peu plus en détail comment sont établis ces référentiels et les formules qui sont liées dans le calcul. C'est pas juste des simples abats, forcément, comme je vous les ai présentés. C'est un peu plus complexe que ça, mais voilà, c'était pour exprimer le propos général et avoir une vue globale. Et, euh, et voilà, on est terminé là. 43 minutes, on est plus ou moins dans le timing. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.